Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 8 avril et à la une de cette édition, l'enquête liée à la tentative d'assassinat d'un policier au commissariat de Mamoudzou avance. Le procureur de la République s'est exprimé il y a quelques minutes pour donner les premiers éléments de cette affaire qui a secoué le département. Avant cela, ce matin, le préfet Jean-François Colombet s'est exprimé en réclamant la plus grande fermeté vis-à-vis de cet individu d'origine palestinienne. On l'écoute au micro d'Ivan Rakotobaou. D'abord, moi, je la condamne, cette attaque. Je la condamne violemment. Ensuite, deuxième chose, la justice, désormais, va passer, puisque l'affaire est entre les mains de la justice. Et j'ai confiance dans la justice pour que l'auteur, le mis en cause, soit jugé comme il se doit. Et troisièmement, je peux vous donner une information, c'est que ce matin, j'ai écrit, avec l'accord du gouvernement, au directeur général de l'OFPRA. L'OFPRA, c'est l'organisme qui protège les demandeurs d'asile, c'est-à-dire que c'est l'organisme qui dit tel individu peut bénéficier de la protection ou pas. Et j'ai écrit au directeur général de l'OFPRA pour lui dire que je souhaitais que ce monsieur, ce mis en cause, qui est palestinien, soit immédiatement déchargé, délesté de sa protection, de façon à ce que, si la justice le condamne, lorsqu'il sortira de prison, je puisse l'éloigner et le reconduire à la frontière sans délai. Et nous prenons la direction du tribunal où nous attend en direct le procureur de la République, Yann Lebris. Monsieur le procureur, bonsoir, est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous entends très bien. Alors, merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir en direct. On sait que vous avez un emploi du temps chargé. Ma première question est assez simple. Que peut-on dire ce soir, ce jeudi 8 avril, de cette affaire qui a secoué le département, de cette tentative d'assassinat ? Alors, ce qu'on peut en dire de manière factuelle, je pense que l'essentiel en a déjà été dit. On a un homme qui est rentré vers 11h le 10 avril dans le parking du commissariat armé d'une arme par destination qui était en fait une fourchette ou un pic avec deux dents, qu'il a exhibé cette arme et que des fonctionnaires de police sont intervenus fort logiquement pour essayer de le désarmer, ont utilisé un taser et qu'il s'est retourné contre un fonctionnaire de police avec cette arme, essayant à plusieurs reprises de lui porter des coups. Il a été désarmé et ensuite placé en garde à vue. Le fonctionnaire de police, fort heureusement, n'a pas été blessé par l'arme, mais a malgré tout 8 jours d'ITT et a un choc psychologique très important et bien compréhensible. L'enquête a duré dans le temps de la flagrance. A permis de connaître plus précisément la personnalité de ce monsieur et surtout d'essayer par des services spécialisés de s'interroger sur son appartenance et la motivation qui pouvait être celle d'un acte terroriste de cette personne. Des éléments que nous avons dans le cadre de l'enquête de flagrance, il n'y a pas de lien avec les faits qui ont été commis et une éventuelle dimension terroriste. Le parquet antiterroriste a été informé régulièrement des évolutions de cette enquête par le parquet de Mamoudzou et n'a pas entendu retenir sa compétence. Les investigations vont se poursuivre maintenant dans un cadre différent, celui d'une instruction judiciaire. Une information a été ouverte en fin de matinée du chef de tentative de meurtre, car il faut maintenant que la lumière soit faite sur l'intention réelle qui était celui de cette personne dans son passage à l'acte. On parlait, monsieur le procureur, de marginalisation. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Est-ce qu'il était proche de mouvances extrémistes ou est-ce que, pour l'instant, c'est encore trop tôt pour le dire, il y a encore des choses à éclaircir sur ce point ? Alors, toutes les investigations vont se poursuivre sous le contrôle de la juge d'instruction qui est saisie. Mais en l'état des constatations faites dans l'enquête de flagrance, on n'a aucun élément probant aucune piste qui nous permet de le rattacher à ce stade des investigations à des actes de mouvance terroriste. Où se trouve actuellement cet individu au centre pénitentiaire de Majicavo ? Il a été placé en détention provisoire.
Alors, le préfet évoquait tout à l'heure effectivement le fait qu'il avait saisi l'OFPRA pour éventuellement, à l'issue, s'il était condamné, pour le renvoyer. Ce n'est pas forcément l'affaire de la justice, mais on imagine que la justice aussi entend ce genre de choses. Il purgera sa peine, si peine il y a, en France. Alors, pour le moment, je le redis, on a un juge d'instruction qui est saisi. Il faut que ce juge d'instruction puisse faire ses investigations dans la plus grande des sérénités. Donc, je ne vais pas me prononcer aujourd'hui sur une peine qui pourrait être infligée à ce monsieur, alors même que l'enquête est en cours et confiée à un juge. Et donc, c'est vraiment prématuré pour moi de porter la moindre appréciation sur une éventuelle peine, alors qu'un juge est saisi, qu'il faut le laisser faire son travail. Merci beaucoup, monsieur le procureur, de nous avoir éclairci cette affaire dont on y comprend un petit peu mieux, même si l'enquête se poursuit, on le rappelle, et qu'on en saura plus dans les prochains jours. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et l'autre actualité du jour, c'est la lutte contre l'habitat illégal. Alors que le bidonville du quartier Sétam a été démoli cette semaine, les premières maisons de l'opération de résorption d'habitat insalubre commencent à sortir de terre. Cette opération menée par l'État en partenariat avec les communes a pour objectif d'offrir un logement digne aux familles des casées en situation régulière. Ce matin à Majicavo, Coropa, les premières maisons ont été inaugurées en présence du préfet et des premiers locataires. Ivan Rakotovao s'est rendu sur place. Reportage. Après plus d'un an de travaux, les premières maisons sont là. 13 logements en cours de finition qui accueilleront prochainement des familles en situation régulière qui habitaient avant dans des bidonvilles. Et pour marquer le coup, le préfet de Mayotte en personne a accompagné la première famille dans sa nouvelle demeure. C'est une grande étape qui était indispensable dans notre stratégie d'effacement des bidonvilles. Donc nous sommes déterminés, vous le savez, à casser les bidonvilles. Et en même temps, il fallait produire des logements décents pour ceux qui ont des droits. Vous avez vu qu'on vient d'installer un couple de vieux Mahorais, là, ils étaient vraiment ravis de trouver cet appartement qui est pour eux une élévation du niveau de vie. Une élévation du niveau de vie certaine, avec des maisons fonctionnelles et peu coûteuses à construire. Comptez moins de 40 000 € par logement, et qui plus est ici, sur les hauteurs de Majicavo Coropa, où se trouvait avant un bidonville rasé en 2019. Un bidonville particulièrement dangereux, des maisons glissaient. Donc pour ça on a d'abord démoli les maisons violettes que vous voyez là, qui c'est tous les bidonvilles. On a cherché à industrialiser un système constructif de façon à avoir les coûts les plus faibles. On a essayé de voir comment on pouvait poser ces modèles industriels sur le terrain, comment on pouvait les assembler avec les blocs sanitaires pour que pour chaque maison il y ait l'eau, l'électricité, des sanitaires, etc. Ces premiers logements ont été construits dans le cadre de l'opération de résorption d'habitat insalubre. Un plan de construction mené par l'État en partenariat avec les villes et qui devra monter en puissance selon les vœux du préfet et notamment ici dans l'agglomération de Koungou, concernée par de récentes opérations de destruction de cases en tôle. Il y a d'autres opérations qui sont en cours de démolition des cases en tôle. En effet, il y a aussi une opération dans la suite de ce qu'on a inauguré aujourd'hui qui reste à faire sur 17 logements qui vont venir très prochainement. À terme, 30 familles devraient être accueillies ici. Elles devront s'acquitter d'un loyer modéré de 100 € par mois, moins cher que certains bangas, selon le préfet. Et depuis mardi, des rumeurs circulent en Petite Terre. Certains accusent la mairie d'héberger des décasés du quartier Sétam dans des bâtiments communaux. Ce matin, l'adjoint au maire de Dzaoudzi l'Abattoir était sur notre plateau. Il a réfuté avec vigueur toutes ces accusations qui n'ont pour lui qu'un seul objectif, désinformer et semer le doute sur l'action de la municipalité. On écoute Mikida Choumadi lors de la matinale de Kwesi. Les opérations comme ça, on les rabâche tout le temps à la télé, tout le temps dans les médias. C'est les services de l'État qui, dans le cadre de la loi Elan, qui mène ces actions. Et qui dit loi Elan, dit celui qui déloge doit loger. Donc la commune n'est pas concernée là-dessus. Nous, on n'a pas de logement au niveau de la commune. Il y a des projets de logement qui ont commencé depuis presque 2 ans et la première tranche sera livrée cette année. Ça concerne des logements sociaux. Et ces logements sociaux, il y a des conditions pour les attribuer. Et ces logements sociaux, c'est la CIM aussi qui participe à l'attribution. Donc, dire qu'il y a une certaine
certaines catégories de personnes qui ont bénéficié de logements suite à ces décasages, mais vous voyez dans quel niveau on se situe actuellement. Et moi ce qui m'inquiète, c'est plutôt ceux qui nous écoutent, les enfants qui nous écoutent, ceux qui ont envie de comprendre comment ça se passe, ceux qui ont envie de comprendre comment ces lois sont appliquées et qui à côté ont des gens qui se cachent derrière et qui pensent avoir l'information et qui désinforment la population. Et tout autre sujet maintenant. Dans les prochaines semaines, devraient débuter les travaux de la réhabilitation du quai numéro 1 au port de Longoni. Cette opération permettra de pouvoir accueillir de plus gros bateaux porteurs, mais aussi des grues ayant une plus grosse capacité de charge. Au-delà de cette première phase de chantier, c'est tout le port de Longoni qui sera réaménagé afin de répondre notamment aux défis du projet gazier au Mozambique. Jaïdi Maolida. Le quai numéro 1 du port de Longoni va faire peau neuve. En présence de plusieurs acteurs connus du département, une présentation des travaux à venir a été faite. Et dans les prochaines semaines, le chantier devrait débuter. Donc le renforcement du quai 1 du port de Longoni va permettre de venir installer une grue de plus grande capacité et donc permettre le déchargement de bateaux de fort tonnage. Ce sera la première phase qui devra se terminer en fin septembre 2021. La phase numéro 2, qui consistera à renforcer la sous-face du quai de chaque extrémité, devra se terminer, elle, le 31 décembre 2021. Avec la réalisation de ces travaux, la capacité d'accueil des containers sur l'île se voit grandement augmentée. Une aubaine pour l'économie sur le département. Les conteneurs qui arrivent à Mayotte, ça rapporte énormément d'argent aux collectivités locales. Ça va permettre à Mayotte, surtout aux délégataires, de recevoir plus de bateaux, de recevoir plus de conteneurs, d'où d'augmenter les recettes douanières, ce qu'on appelle l'octroi de mer. L'année 2022, le quai numéro 1 sera opérationnel et ça permettra effectivement d'augmenter de pratiquement 20% par rapport à la capacité portuaire actuelle. Le quai numéro 1 ne sera pas le seul concerné par ces travaux. Un réaménagement total du port sera réalisé par la suite et c'est une nécessité au vu des défis auxquels devra faire face le département à l'avenir. Il faut au moins une dizaine, peut-être 15 hectares pour accueillir les opérations de transbordement sur le Mozambique, mais aussi l'augmentation des besoins qui vont s'exprimer sur Mayotte. On sait tous que la population, la démographie mahoraise est en grande augmentation. Les schémas qui ne sont pas les nôtres, mais ceux du schéma d'aménagement régional annoncent plus de 500 000 habitants, sans doute 600 000 en 3050. Et tout passe par le port, en tout cas une très grande partie des importations. Ces opérations permettront à terme d'augmenter de 50 hectares la surface exploitable du port de Longoni. Il pourra ainsi accueillir plus de 350 000 containers chaque année contre 110 000 actuellement. Et santé toujours, le personnel de l'Agence régionale de santé était en grève aujourd'hui à l'appel de la CFDT. Le syndicat entendait ainsi protester contre la direction qu'il accuse de concentrer les pouvoirs au mépris de la santé des Mahorais. Depuis 7 heures ce matin, ils étaient quelques dizaines à se relayer devant les bureaux de l'ARS pour se faire entendre. Ivan Rakotovao est allé à leur rencontre. Ils se sont mobilisés depuis 7 heures ce matin. Une manifestation en musique et dans la bonne humeur, mais qui ne masquait pas la colère des grévistes de l'Agence régionale de santé, vent debout contre leur direction. Non, l'organigramme est complètement inexistant, il n'y a rien. Donc on a un DGA, on a un secrétaire général qui centralise tous les pouvoirs et les autres sont que des exécutants. Selon la CFDT, la direction serait déconnectée de sa base et cette dernière ne serait pas assez informée de ses objectifs. Une situation d'autant plus inquiétante car elle nuirait au futur projet de santé à Mayotte. C'est le plan régional de santé qui doit définir quels sont les objectifs dans les 5, 10, 20 ans. Et derrière ça, nous, on attend la construction d'établissements aussi bien sanitaires que médico-sociaux, aussi la formation du personnel de ces établissements-là. Mais pour soutenir tout ça, il faut qu'on ait une ARS qui soit capable de soutenir ce plan. Et aujourd'hui, cette ARS-là n'existe pas. Selon la CFDT, une quarantaine d'agents grévistes étaient mobilisés en fin de matinée. Contactée, la direction de l'ARS, quant à elle, n'a pas encore prévu de rencontre avec les manifestants. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment la mairie de Chirongui en guerre avec les marchands de sommeil ou encore le nouveau service Ma Procuration. Au montage, Leslie Vumenet.
La mairie de Chirongui est en guerre contre les marchands de sommeil. Des opérations sont prévues village par village pour identifier les lieux où sont construites les habitations illicites et les personnes hébergeant des étrangers en situation irrégulière. Les informations seront ensuite transmises au préfet et au procureur de la République. Selon la municipalité, les marchands de sommeil correspondent aux propriétaires qui exploitent la détresse de publics fragilisés en louant des logements indignes à des prix très élevés. Avec la loi Elan, les sanctions contre ceux qui profitent de la misère humaine sont lourdes. Les fautifs encourent une confiscation systématique de leurs biens et indemnités d'expropriation, l'impossibilité d'acquérir de nouveaux biens et la présomption de revenus tirés des indemnités frauduleuses. La mairie ajoute pour finir, menons ensemble cette guerre contre les marchands de sommeil, les traquer en les dénonçant et en les tapant violemment au portefeuille. Demain, l'amphithéâtre du CUFR de Dembéni accueillera une conférence sur la protection des tortues à Sazilé. Victoria Soubaïran, chargée de mission pour les tortues marines, et Michel Charpentier, président des naturalistes de Mayotte, seront invités pour une intervention intitulée « Connaître et protéger les tortues, l'action des naturalistes à Sazilé ». Depuis plus de 2 ans, l'association assure une présence nocturne régulière à Sazilé pour mieux connaître la population des tortues qui fréquentent ce site et lutter contre le braconnage. Les plages de Sazilé sont identifiées depuis une 30aine d'années comme le principal site de ponte à Mayotte et l'un des plus importants du canal de Mozambique. Éloignées des routes et des villages, ces plages constituent un site naturel de très haute valeur patrimoniale à préserver. C'est ce à quoi se consacrent les naturalistes avec l'aide de la préfecture, de la CC Sud et de l'Union européenne. À Mayotte, chaque élection rime avec ambroglio autour du vote par procuration. Cela donne souvent lieu à des recours en justice, même si peu d'entre eux finissent par aboutir. Dans ce contexte qui n'est pas propre au 101e département, le ministère de l'Intérieur a développé un nouveau service intitulé Ma Procuration. Il est complémentaire de la procédure papier et permet un suivi numérique de votre demande de procuration électorale. Vous n'avez aucun nouveau compte à créer, aucun document à imprimer, ni formulaire papier à renseigner. Les données renseignées sur Ma Procuration sont communiquées automatiquement par voie numérique aux policiers ou aux gendarmes devant lesquels vous vous présentez pour valider votre identité, puis à la mairie de votre commune de vote. Vous recevez un accusé de réception numérique à chaque étape et vous êtes informé en temps réel de l'évolution de votre demande. Le service est accessible à l'adresse qui s'affiche. Une foire aux questions est également disponible sur la page d'accueil. Un peu de légèreté pour conclure cette édition. Aujourd'hui s'est tenue à la CCI la 3e remise de titres d'artisans d'art organisée par la CMA sur l'île. Un événement riche en émotions et en découvertes. En effet, 6 artisans ont été plébiscités. L'occasion de montrer à quel point Mayotte abrite de véritables artistes qui méritent à être connus. Reportage signé Mahadali Yousra. Broderie, sculpture, bijoux, l'artisanat mahorais regorge de perles rares qui sont bien plus que des simples artisans, mais bel et bien des artisans d'art. Je suis Halima Anjilani, je suis artisan d'art. C'est dans cet esprit que la Chambre des métiers de l'art, le CMA, présidée par Jean Denis, a attribué ce matin 6 titres d'artisans d'art à la Chambre commerce et d'industrie. Une journée qui s'inscrit parfaitement dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art qui se déroulent du 6 au 11 avril. Ils vont apporter une touche d'excellence et puis faire connaître un peu notre île, puisque souvent les touristes qui viennent ici ils disent qu'il n'y a pas d'artisanat d'art. Donc il y a des artisans d'art. Alors il y en a qui ne peuvent pas prétendre au titre, puisque leur métier n'est pas répertorié dans la liste officielle, mais il y en a d'autres, comme les 6 que vous avez vus aujourd'hui, qui font des choses incroyables et avec passion, et on pense qu'ils peuvent donner une touche d'excellence à notre île. Ces 6 artisans d'art ont rempli leur cahier des charges d'excellence nationale nécessaire pour prétendre au titre d'artisan d'art. Une véritable consécration pour eux. Qu'est-ce que je ressens? C'est la satisfaction de voir que mon travail est reconnu et que ça peut renforcer en fait la reconnaissance aussi que j'ai à Mayotte, parce que les gens me connaissent, connaissent mon travail, mais ça renforce plus ce que je suis. Et les gens vont me faire encore plus confiance, surtout les jeunes. Cet événement a également permis de mettre en avant le travail effectué par l'INMA, Institut national des métiers d'art, mais aussi de faire découvrir le talent du peintre Mourchidi, alias 640, qui a profité de l'événement pour réaliser une œuvre pour la CMA. Le jeune se dit ravi de cette nouvelle collaboration.
Je vais m'en servir pour aboutir à mes projets. Je vais m'en servir pour pouvoir m'appuyer sur tous les combats que j'ai à mener, c'est-à-dire valoriser Mayotte sous un autre angle, avec des couleurs. Nous estimons, nous, c'est un artiste, bien évidemment, et nous estimons qu'il a les mêmes valeurs que celles des artisans, c'est-à-dire la passion, et toujours la passion, et encore la passion. Le CMA tend bien renouveler l'événement afin d'accompagner les artisans mahorais et leur permettre de se développer. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.